Tonight, we are leaving the European Union. For many people, this is an astonishing moment of hope, a moment they thought would never come. Je suis Romain Bessonnet. J'ai cofondé le Cercle Aristote avec Pierre-Yves Rougeron en 2008, et donc il y a un cercle d'études de la vie politique et de sciences politiques. Et nous avons fait un certain nombre d'études sur plein de sujets. Moi, j'ai étudié le Brexit. Mon bagage un peu universitaire, j'ai fait une maîtrise de droit public à Paris 1, et j'ai été aussi assistant parlementaire accrédité au Parlement européen pendant presque 5 ans. Et le Brexit est l'une des questions que j'ai suivies. J'ai bien sûr côtoyé Nigel Farage, ses équipes et beaucoup de personnes du groupe EFDD dans lequel il était partie prenante. Donc voilà, je pense que je peux vous parler assez aisément du Brexit, surtout que j'ai suivi en fait toute cette campagne à l'époque de l'intérieur et de l'extérieur. Et puis, en plus, je l'ai fait avec mon ami John Lockland, qui est l'un des théoriciens de l'euroscepticisme en Grande-Bretagne. Enfin, il est dans le cœur de ceux qui ont élaboré les théories eurosceptiques à la fin des années 90. Alors, l'euroscepticisme en Grande-Bretagne, il est né à gauche. La droite conservatrice britannique, elle est europhile durant toutes les années, 50, 60, 70, jusqu'à la fin des années 80. Les politiciens, je parle surtout des politiciens, parce que dans le mouvement des idées, c'est un peu plus complexe. On a des revues comme le Spectator, par exemple, la grande revue conservatrice britannique, qui, elle, a quasiment toujours été eurosceptique. Mais dans les mouvements politiques, l'euroscepticisme est né vraiment à gauche, dans le parti travailliste, et même dans les syndicats. Vous avez donc dans les gouvernements travaillistes de l'après-guerre vont refuser de rentrer dans les organisations européennes, comme la CECA, par exemple, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Le Premier ministre de l'époque, Clement Attlee, dit « Il est hors de question de laisser la gestion de l'économie à une autorité non élue et non responsable ». Donc ça, c'était la pétition de principe. Et puis, donc, durant toutes les années 60, les travaillistes, en fait, vont connaître une sorte de divergence entre la base du parti, ce qu'on appelle le membership en anglais, c'est-à-dire les adhérents individuels et les syndicats, qui sont très eurosceptiques, qui ne veulent pas entendre parler de transfert des pouvoirs du Parlement de Westminster vers des institutions supranationales, et le groupe parlementaire travailliste qui va petit à petit se rallier à l'idée européenne, notamment sous l'influence de la gauche américaine. Il faut savoir que les équipes de Kennedy, par exemple, vont beaucoup travailler, en fait, les parlementaires britanniques du Labour pour qu'ils se convertissent à l'idée européenne, étant donné que leur grand argument, qui va être celui des conservateurs aussi pour faire passer l'idée de l'adhésion, c'est que l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, doit être dans ce mouvement historique d'unité européenne qui renforcera le camp de la liberté et de la prospérité, comme il disait. Et donc on va avoir l'adhésion, donc les demandes d'adhésion de la Grande-Bretagne à la CE vont être introduites par des gouvernements conservateurs. Dans les années 60, déjà c'est le ministre des Affaires étrangères Edward Heath, conservateur, qui présente la première demande d'adhésion en 61 sous le gouvernement de Macmillan. C'est le général de Gaulle qui met un veto. Les travaillistes qui arrivent au pouvoir ensuite en 66 sont très divisés sur la question. Ils relancent la demande, mais vraiment pour la forme, parce que personne
Et De Gaulle remet un deuxième veto. Et quand le général est parti du pouvoir, que Georges Pompidou donc, est Premier ministre, est président de la France, les conservateurs reviennent au pouvoir en 70 et remettent encore donc, le processus d'adhésion sur les rails. Et là, top, c'est bon. Les Français ne s'opposent plus à l'adhésion de la Grande-Bretagne. Et en 71, on commence les négociations pour l'adhésion qui se termineront en 1973. Voilà. Et en fait, il va y avoir une campagne violente au sein du Parti travailliste, où on a des futurs très importants ministres du gouvernement qui font des campagnes au sein notamment des syndicats qui, dans les statuts du Parti travailliste, en fait, ont la balance du pouvoir pour décider qui sera le chef et qui ne sera pas. Et le chef du plus puissant des syndicats britanniques, qui s'appelle Jack Jones, fait pencher la balance, je dirais, en faveur des eurosceptiques. Et les parlementaires, pour ne pas se faire déposséder, vont faire, sous la houlette du chef Harold Wilson, vont faire une concession. Et vous verrez, on retrouvera ça d'ailleurs pour le Brexit, ils font une concession, c'est qu'ils disent « Ok, vous, comment dire, on ne veut pas casser le parti, et donc, eh bien, on vous donne un référendum pour confirmer l'adhésion de la Grande-Bretagne à la CE. Ce référendum aura lieu après des négociations avec nos autres partenaires de la CE pour aménager l'adhésion de la Grande-Bretagne. On fait des négociations, donc c'est les sommets de Paris et de Dublin, donc 74 et 75, hein, après le retour des travaillistes au pouvoir, le gouvernement de Harold Wilson. Et là, on donne, pareil, l'histoire va se répéter, on fait des concessions cosmétiques au gouvernement travailliste. On lui donne, par exemple, des délais, on rallonge un peu la période de transition sur la mise en œuvre, en fait, de la PAC. Parce qu'il y avait des dispositions protectionnistes de la PAC, notamment vis-à-vis de l'agneau de Nouvelle-Zélande. Et pour garder le Commonwealth, les Britanniques avaient demandé une période de transition. Et on va faire passer la période de transition de 3 à 5 ans pour les Britanniques à cette époque-là. Et on leur donne des petites choses aussi sur comment dire, la gestion de la politique régionale, etc. Et le gouvernement travailliste revient avec son accord, et il dit, ben voilà, moi j'ai aménagé l'adhésion de la Grande-Bretagne, le Parlement vote comme un seul homme, enfin presque, vote ces aménagements, et on a 150 députés qui votent contre, une centaine travaillistes, et les 50 autres étant les députés nationalistes écossais, des députés unionistes d'Irlande du Nord, et une quinzaine de députés conservateurs. À la suite de cela, le gouvernement donc travailliste va lancer le référendum. Il faut savoir que Margaret Thatcher est très opposée par exemple à ce référendum. Elle dit que c'est un instrument entre les mains de tout populiste et de tout dictateur. Donc on a une violente opposition à ce référendum du côté des conservateurs, mais la loi est passée, la majorité travailliste, vote la loi, et on va avoir ce référendum au mois de juin 75. Ce qui est très important, c'est que dans ce référendum-là, comme on verra plus tard, c'est vraiment l'inverse du référendum du Brexit, c'est que dans ce référendum-là, le Parti conservateur a une position claire, nette, monolithique de soutien à l'Union, enfin à la CE. Le Parti travailliste est complètement divisé, et donc la conférence de Blackpool, donc en 75, décide de ne pas donner de consigne de vote. Donc les adhérents travaillistes, on leur dit votez comme vous voulez, les cadres et les ministres, en fait, vont se répartir entre le comité du oui et le comité du non. Et donc, on va avoir des poids lourds du gouvernement des deux côtés. On va avoir le plus important chez les eurosceptiques, c'est Tony Benn, qui est le ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Vous avez aussi, alors qui est de l'aile gauche, voire même d'extrême gauche du parti, et vous avez de l'aile plus à droite, Peter Shore, qui est le ministre du Commerce. Et en face, vous avez Denis Healey, qui est le chancelier de l'Échiquier, le ministre de l'Économie et des Finances. Et puis, vous avez Roy Jenkins, qui est le ministre de l'Intérieur, qui sont eux aussi des poids lourds du gouvernement. Et donc,
tout le monde va s'affronter et, in fine, ceux qui gagnent, ça va être ceux qui sont pour le maintien dans la CEE. Hein. Le score est sans appel, hein, c'est 67-33 à peu près. La position des partis, des partis du SNP, donc du Parti national écossais en Écosse, et du Sinn Féin irlandais en Irlande du Nord, sont l'exact inverse des positions qu'ils auront 40 ans plus tard. C'est-à-dire que le Sinn Féin, lui, il est contre l'adhésion à la CEE de la Grande-Bretagne, et aussi il est contre l'adhésion de l'Irlande à la CEE, qui fera aussi un référendum, lui, 1 an plus tard. Et le SNP aussi est contre l'adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE, parce qu'ils disent que cela va renforcer le caractère impérial du Royaume-Uni. En fait, ce qu'ils craignent, c'est que les Anglais prennent la tête de la CEE et les oppriment encore plus, dirait-on. Donc voilà, on a vraiment des positions vraiment à front renversé avec ce qu'on va connaître 40 ans plus tard. Et donc, Margaret Thatcher, quant à elle, va prendre position, va faire campagne très très tard sur l'adhésion à la CEE, dans ce référendum, parce qu'elle est assez mal à l'aise en fait. Elle n'aime pas les transferts de pouvoirs supranationaux qui sont déjà dans le traité de Rome, mais en même temps, elle pense que le marché commun va être un formidable outil pour faire les réformes dont elle rêve en Grande-Bretagne, et donc va être un point d'appui pour elle dans sa future politique. Donc, in fine, dans les 2 dernières semaines, elle va se rallier, elle va faire un article dans le Daily Telegraph ou le Daily Mail, où elle va faire un plaidoyer pour la CEE et pour le maintien dans le marché commun. Alors, donc, il va y avoir, la ligne eurosceptique va se renforcer dans le Parti travailliste, en fait, après cet épisode-là, parce que, en fait, on pensait que les électeurs avaient tranché, mais au sein du Parti travailliste, ceux qu'on appelle les anti-marketeers, les anti-marchés communs, vont pas rendre les armes. C'est même plutôt le contraire qui va se passer. C'est-à-dire que face à l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en 1979, les opposants à la CEE vont être, de plus en plus forts au sein du Parti travailliste. Et ils vont même avoir la majorité, ils vont même avoir le leadership du parti en 80. Michael Foot, en fait, leader du parti de 80 à 83, est un eurosceptique convaincu. Il fait inscrire dans le manifeste du parti, donc en 83, la sortie de la CEE. Donc si un gouvernement travailliste était arrivé au pouvoir, il y avait la sortie de la CEE par un vote parlementaire, donc là, plus question de référendum, par un vote parlementaire, et avec une négociation de sortie d'une période de 2 à 3 ans. Voilà. Et en fait, ce programme, les travaillistes vont perdre cette élection pour tout un tas de raisons, notamment le fait que leur programme était trop à gauche pour là où l'Angleterre était arrivée, notamment un truc qui va être vraiment rédhibitoire pour les Britanniques, ça va être le fait que les travaillistes proposent la renationalisation des logements sociaux que Margaret Thatcher avait privatisés à leurs habitants, en fait. Margaret Thatcher avait voulu faire une nation de propriétaires, donc les logements sociaux communaux avaient été privatisés donc à des prix très abordables pour les gens qui les habitaient, et là les travaillistes disent on va les renationaliser, donc déjà vous avez une partie de l'électorat qui est partie. Et puis ensuite, la guerre des Malouines va terminer en fait de donner à Margaret Thatcher l'assise populaire dont elle aura besoin pour faire ses réformes. Et Margaret Thatcher, elle, en fait, va, alors que Edward Heath et les anciens classiques du Parti conservateur avaient une vision, porter un discours beaucoup plus, je dirais, romantique sur l'intégration européenne, pour renforcer le monde libre, etc. Ils avaient une vision très transatlantique de la chose. Margaret Thatcher, elle a une vision de ce que les Québécois appellent le fédéralisme rentable. C'est-à-dire que pour elle, la CE, c'est une colonne plus, une colonne moins. S'il y a plus de choses dans la colonne plus, eh ben, je suis d'accord. S'il y en a moins,
là, les choses vont se compliquer et je peux même remettre en cause mon adhésion. Et dans cette approche rentable, eh bien, vous avez la question du chèque britannique qui arrive, qui va être... c'est-à-dire que par rapport à leur PIB, les Britanniques ont une contribution à l'Union européenne beaucoup plus importante que la France et l'Allemagne. Et pour Madame Thatcher, c'est inacceptable, parce que du fait, en fait, du poids de son secteur agricole dans son économie, ben, la Grande-Bretagne est défavorisée parce qu'elle bénéficie beaucoup moins que les autres des subsides de la PAC. Et donc, Madame Thatcher va arriver dans les sommets européens, elle va, elle bloque en fait tous les processus de décision, il y a beaucoup d'unanimité à l'époque, et donc, rendez-moi mon argent, I want my money back, est la fameuse phrase de Margaret Thatcher. Et là, elle obtient ce qu'elle veut, en fait, au sommet de Fontainebleau en 84, pour faire, pour que Jacques Delors devienne le président de la Commission européenne, et ben on lui lâche ce qu'on appelle le chèque britannique, c'est-à-dire que les autres membres de l'Union européenne remboursent à la Grande-Bretagne une partie de sa contribution. Et malgré ça, d'ailleurs, elle va toujours rester contributeur net, c'est-à-dire qu'elle donne plus que ce qu'elle reçoit. Et vous avez dans les années 80, en fait, une sorte de voile sur la question européenne. Plus personne n'en parle. Du côté des conservateurs, on n'en parle pas parce que on se sent bien dans cette Europe qui est encore très intergouvernementale, et puis le grand truc de Margaret Thatcher, c'est de faire progresser le marché unique, ce qu'elle va obtenir à l'Axe unique en 89. Et puis en face, chez les travaillistes, après la dégringolade de 1983, eh ben, l'euroscepticisme n'a plus la cote. On a élu un nouveau leader qui s'appelle Neil Kinnock, qui était un eurosceptique avant de devenir leader du Parti travailliste, et qui se fait convaincre par l'establishment du parti, l'establishment parlementaire surtout, représenté par Peter Mandelson, qui sera l'un des grands personnages de cette histoire, qu'il faut faire un aggiornamento européen, parce que sans ça, on n'est pas crédible devant les électeurs. Et en plus, on doit voir la social-démocratie européenne comme un allié, et pas comme une force qui nous prive de notre démocratie nationale. Et là, vous avez une phase de déni de la question européenne, de 83 à 87 à peu près, où on ne parle plus des questions européennes, dans les élections, dans les conférences du Parti travailliste, dans les syndicats aussi britanniques, et la gauche se convertit à l'Europe entre 88 et 90. La grande date à retenir, c'est 1988 avec le congrès des syndicats britanniques de Blackpool, où Jacques Delors vient faire un discours sur l'Europe sociale. On va changer aussi, à la tête des syndicats britanniques, arrive quelques temps plus tard, donc des nouveaux chefs qui sont complètement intégrés au système européen, d'ailleurs dont l'un deviendra le chef de la Confédération européenne des syndicats, je ne me rappelle plus son nom, je crois que c'est John... Enfin bref. La conversion des syndicats va entraîner la conversion du Parti travailliste aussi à l'Europe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus les syndicats sont faibles, parce que Margaret Thatcher a pris un certain nombre de lois qui remettent en cause les monopoles syndicaux, notamment, plus les syndicats sont faibles, et plus ils vont se tourner vers l'Europe comme une sorte de relais d'influence. Et en fait, ils vont se transformer en lobby intégrés aux institutions européennes. Et ça, donc, ça va entraîner aussi, la conversion du Parti travailliste à l'Europe, même si vous avez cette gauche eurosceptique encore qui est assez influente quand même dans le parti jusqu'au milieu des années 90. Quelqu'un comme Tony Benn était très connu, il parcourait les sections du parti, et il faisait, un parti vraiment des gens qui étaient très très forts au sein du Parti travailliste. Et l'un de ses élèves d'ailleurs deviendra leader du parti plus tard, un certain Jeremy Corbyn. Et vous avez donc les eurosceptiques vont passer à droite. La cause, c'est deux choses. C'est tout d'abord justement le fait que la gauche s'étant convertie à l'Europe, Margaret Thatcher voit dans l'Europe
un ennemi potentiel à sa politique. Parce que Jacques Delors veut imposer des normes sociales européennes, en tout cas dans le discours, et Margaret Thatcher pense que ça va, ça va contraindre sa politique à elle. Et deuxièmement, vous avez la chute du mur, les négociations de Maastricht qui vont commencer, et un bloc franco-allemand qui veut pousser l'intégration fédérale. Alors que Margaret Thatcher, elle est opposée à la réunification allemande, parce qu'elle a peur que l'on ait une Europe dominée par l'Allemagne. Et deuxièmement, elle est opposée à Maastricht parce qu'elle ne veut pas entendre parler de super-État européen. Or, elle voit que dans le traité de Maastricht, dans les négociations du traité de Maastricht, on a les premiers éléments d'un futur super-État européen. Et ça, elle ne veut même pas en entendre parler. Pour elle, il n'y a de démocratie que nationale, et il n'y a, de liberté garantie que par un parlement élu dans le cadre d'une nation. Tout le reste, pour elle, c'est vraiment de la supercherie. Margaret Thatcher va être assassinée au sein de son propre parti par les europhiles de son parti. Avec Lord Heseltine, que l'on va, qui va être, qui jusqu'à aujourd'hui est encore, le plus europhile des parlementaires du Parti conservateur. Hein. Il est Lord maintenant. Il est à la Chambre des Lords, et vous avez John Major, qui est à la tête de la conjuration contre Margaret Thatcher, officiellement sur la question de la poll tax, c'est-à-dire de la capitation, de l'impôt par tête. Mais en fait, c'est sur la question européenne qu'on a décidé son arrêt de mort. Parce que pour l'établissement du Parti conservateur, on doit être du processus de Maastricht. Voilà. Ne pas en être, c'est condamner la Grande-Bretagne à l'isolement, etc., etc. Et là, Margaret Thatcher va être décapitée donc en 1990. Elle perd le siège de Premier ministre par une rébellion parlementaire qui va saisir ce qu'on appelle le comité 1922, qui maintenant est très connu depuis le Brexit, qui va décider le changement de Premier ministre. Et John Major va sortir du chapeau pour faire cet aggiornamento, pour faire revenir le Parti conservateur sur ses rails européens et europhiles. D'ailleurs, ça va se traduire assez rapidement. Par exemple, il faut savoir que au sein des institutions européennes, le Parti conservateur britannique en 1994 intègre le groupe du Parti populaire européen, c'est-à-dire un groupe fédéraliste, un groupe politique fédéraliste. On a aussi John Major va participer de plein pied aux négociations du traité de Maastricht, et il va négocier quelques exceptions pour la Grande-Bretagne, notamment dans sa participation, sa non-participation à la monnaie unique. Mais pour le reste, les transferts, l'extension de la majorité qualifiée, les transferts de compétences, tout ça est approuvé par le cabinet de John Major, et on va avoir plusieurs événements qui vont radicaliser les eurosceptiques au sein du Parti conservateur. Les fidèles de Margaret Thatcher n'acceptent pas cette nouvelle politique, ont bien compris ce qui s'est passé, et ont bien compris que c'est la politique européenne qui est le problème, et que si la politique européenne peut faire destituer un Premier ministre britannique, c'est qu'on est face à un problème démocratique grave. Deuxième chose, on va avoir le fait que la Grande-Bretagne, qui était dans le système monétaire européen, est contrainte de sortir en 1992, parce que John Major doit dévaluer la monnaie de façon, assez conséquente. Et donc ça montre que la monnaie unique à laquelle la Grande-Bretagne dit qu'elle adhérera peut-être dans le cadre de son protocole du traité de Maastricht, elle n'est pas possible. L'économie britannique ne pourrait pas y faire face. Et enfin, on arrive en 93 à la ratification du traité de Maastricht devant le Parlement britannique. Et là, on va avoir ce qu'on appelle la Maastricht Rebellion, c'est-à-dire la rébellion de Maastricht. Vous avez une trentaine de parlementaires du Parti conservateur qui vont refuser
Alors, ils vont, comment dire, en fait, vous avez deux lois qui vont passer. Une loi pour ratifier le traité de Maastricht. Dans cette loi-là, John Major met la confiance du gouvernement dans la balance, et donc les rebelles décident de ne pas attaquer là-dessus, parce qu'ils ne veulent pas que les travaillistes arrivent au pouvoir, qui eux sont encore plus europhiles que le gouvernement conservateur de l'époque. Mais ils vont attaquer en fait sur la loi qui amende le European Community Act, la loi sur les communautés européennes, qui transcrit en fait dans le droit britannique les nouvelles compétences du traité de Maastricht. Et donc là, on va avoir une trentaine de parlementaires britanniques, emmenés par Bill Cash notamment, et par l'ancien numéro 2 du gouvernement sous Margaret Thatcher, qui est Norman Tebbit, qui vont voter contre le gouvernement, donc sur ce texte-là. Ils vont voter contre le gouvernement aussi sur sur la loi qui fait les transferts budgétaires à la communauté européenne. Et là, pour la première fois, on a une crise interne au Parti conservateur sur la question européenne. Une crise ouverte. Et de cet événement-là vont naître deux organisations. Le premier qui s'appelle le groupe de Bruges, le Bruges Group, et le deuxième c'est le European Research Group, le RG, qui est un club de parlementaires. Le RG est un club de parlementaires donc eurosceptiques au sein du Parti conservateur, et le groupe de Bruges est un club de réflexion eurosceptique lui aussi, qui est plus attaché à la personne de Margaret Thatcher, dont elle est la présidente d'honneur. Et ces deux institutions, en fait, vont vont faire un lobby interne au Parti conservateur durant des années. Ils vont dans les conférences, dans les associations locales du Parti conservateur, ils vont essayer de promouvoir des députés eurosceptiques dans les circonscriptions. Ils vont faire tout un travail de sape interne qui va être considéré comme très lent pour un certain nombre de personnes qui veulent aller beaucoup plus rapidement dans la remise en cause de l'establishment europhile du parti. Et donc ces gens-là vont se regrouper autour d'un milliardaire qui s'appelle Jimmy Goldsmith, qui va financer la création d'un nouveau parti politique qui s'appelle le UKIP, le United Kingdom Independence Party, dont la tête va être donnée à un obscur homme de la finance britannique, qui était un adhérent local du Parti conservateur, qui fait une lettre où il quitte le parti en 1996, je crois, et cet homme, c'est Nigel Farage.